Saviez-vous qu'en France, la pauvreté n'est pas seulement une question de revenus ou de situations individuelles? Elle se lit aussi dans les territoires, dans l'histoire des villes, dans des contextes sociaux et économiques souvent invisibles. Dans certaines villes, la pauvreté n'est plus un simple accident de parcours. Elle devient presque structurelle, façonnant la manière dont les habitants vivent, pensent, travaillent et se projettent dans l'avenir. Derrière les statistiques, il y a des réalités concrètes et humaines. Il y a des quartiers où l'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins et aux services essentiels est limité, où les infrastructures publiques peinent à répondre aux besoins et où les opportunités semblent souvent hors de portée. Il y a des familles et des individus qui, malgré leurs efforts, se retrouvent coincés dans des cycles de difficultés économiques et sociales. Et il y a des communautés entières où la pauvreté influence les comportements, les choix de vie et parfois même les rêves eux-mêmes. Aujourd'hui, nous allons explorer les 10 villes les plus pauvres de France. Mais il ne s'agit pas de stigmatiser ni de pointer du doigt. L'objectif est de comprendre comment on en arrive là, quelles forces invisibles entretiennent ces situations et pourquoi il est si difficile d'en sortir. Cette exploration cherche à aller au-delà des chiffres. Elle veut donner un regard humain, éclairé et nuancé sur des réalités trop souvent ignorées ou caricaturées. Au fil de cette vidéo, nous allons découvrir les histoires, les mécanismes et parfois les paradoxes qui font que certaines villes restent coincées dans ces dynamiques, tout en essayant de comprendre ce que ces situations disent de notre société dans son ensemble. C'est une invitation à regarder la pauvreté non pas comme un simple problème économique, mais comme un phénomène complexe, profondément lié au territoire, à l'histoire et aux choix collectifs. Dans le Nord, Roubaix incarne cette pauvreté urbaine profonde, ancienne et persistante. Ancienne ville textile reconvertie dans la douleur, elle affiche aujourd'hui l'un des taux de pauvreté les plus élevés de France métropolitaine, frôlant les 50% de sa population sous le seuil de pauvreté. Mais ce chiffre seul ne raconte pas tout. Ce qui distingue Roubaix d'autres villes en difficulté, c'est la nature même de sa pauvreté. Ce n'est pas une pauvreté d'inactivité, c'est une pauvreté du travail insuffisant. Le problème principal n'est pas seulement le chômage, mais la faiblesse des revenus. Beaucoup de personnes travaillent, souvent dans le nettoyage, la logistique, la sécurité ou l'aide à la personne, mais avec des contrats courts, des faibles horaires et des salaires qui ne permettent pas de couvrir les dépenses essentielles. Ces emplois, souvent situés en dehors de la ville, impliquent des frais de transport que ces travailleurs peinent à assumer. À cela s'ajoutent des logements anciens, mal isolés, hérités du parc ouvrier du XIXe siècle, qui font exploser les factures d'énergie en hiver. Résultat, même avec un emploi, la vie reste précaire. Une mère célibataire de 4 enfants témoigne « Je travaille, je fais tout ce qu'on me demande, mais je suis toujours à découvert. Je ne peux rien prévoir. Une panne, une facture en plus, et tout s'écroule. » Ce témoignage illustre ce que les sociologues appellent une pauvreté d'équilibre. Tout tient tant qu'il n'y a aucun imprévu. Pas de voiture en panne, pas d'enfants malades nécessitant un arrêt de travail, pas de hausse de loyer, pas de rentrée scolaire plus chère que prévu. Le moindre grain de sable dans cet équilibre fragile suffit à faire basculer une famille dans le découvert, l'endettement ou le recours à l'aide alimentaire. Cette instabilité permanente ne reste pas sans conséquences sur la santé mentale. L'angoisse chronique de ne pas pouvoir faire face, de devoir choisir entre manger correctement et payer l'électricité, d'expliquer à ses enfants qu'on ne peut pas, finit par user profondément. Et quand survivre prend toute l'énergie disponible, il ne reste plus rien pour vivre, plus rien pour maintenir des liens sociaux, s'investir dans la vie de quartier, accompagner ses enfants dans leurs activités ou tout simplement se reposer. L'isolement social devient alors le prolongement naturel de la pauvreté matérielle. On se retire, on n'invite plus, on refuse les sorties parce qu'elles coûtent, on évite les questions des proches. La honte, souvent silencieuse,
achève ce que le manque d'argent a commencé. À Denain, on ne peut pas parler de pauvreté sans parler d'acier. Pendant des décennies, cette petite ville du Nord a vécu au rythme des hauts fourneaux. L'usine Usinor employait des milliers d'hommes. Elle structurait tout. Les horaires, les familles, les quartiers, les cafés du coin. Le travail n'était pas seulement une source de revenus, c'était une identité. Puis, les fermetures sont arrivées. D'abord progressivement, puis massivement, dans les années 80 et 90. Et ce que peu de gens réalisent, c'est que la fermeture des usines n'a pas seulement supprimé des emplois. Elle a détruit une structure économique complète, comme on retire la clé de voûte d'un pont. Tout le reste s'est effondré avec. Les commerces ont fermé, faute de clients. Les services ont décliné, faute de financement. Les jeunes sont partis, faute de perspective. Et l'argent a cessé de circuler localement. Ce qui restait, c'était le vide. Un vide économique, mais aussi un vide humain. Le chômage de longue durée est devenu la norme pour une partie entière de la population. Pas un chômage de transition, celui qu'on traverse avant de retrouver quelque chose. Un chômage permanent, qui s'étire sur des années, qui passe d'une génération à l'autre. Et avec lui, une dépendance croissante aux aides sociales, qui nourrissent sans jamais reconstruire. Un ancien ouvrier témoigne « On a perdu notre travail, puis notre utilité. On ne sert plus à rien aux yeux du système. » Cette phrase résume tout, parce qu'à Denain, le problème n'est plus seulement matériel, il est profondément identitaire. Quand le travail disparaît durablement, ce n'est pas juste le salaire qui manque, c'est le rôle social, c'est la place dans la société, c'est la réponse à la question « À quoi je sers ?» Ces hommes et ces femmes ont construit la France industrielle. Ils ont produit l'acier qui a bâti des ponts, des voitures, des immeubles. Et du jour au lendemain, le système leur a signifié qu'ils n'étaient plus nécessaires, que leur savoir-faire était obsolète, que leur vie entière de labeur ne valait plus grand-chose sur le marché. La pauvreté à Denain est donc aussi une pauvreté de sens. On peut survivre avec peu d'argent, mais survivre sans se sentir légitime, sans se sentir utile, sans être reconnu par la société qui vous entoure, c'est une autre forme d'épuisement, plus silencieuse, plus difficile à quantifier, et peut-être encore plus destructrice sur le long terme. En 8e position, Perpignan, et avec elle une pauvreté qui surprend, parce que Perpignan c'est le sud, le soleil, la mer à quelques kilomètres, les marchés colorés, les terrasses en été. De l'extérieur, ça ressemble à une ville où il fait bon vivre. Mais derrière cette image, Perpignan est l'une des villes les plus pauvres de France métropolitaine. Et sa pauvreté a une particularité que peu d'autres villes partagent. Elle est rythmée par les saisons. L'économie repose largement sur 3 piliers, le tourisme, l'agriculture et les emplois saisonniers. En été, la ville s'anime, les hôtels se remplissent, les restaurants embauchent, les champs ont besoin de bras, l'argent circule, les gens travaillent parfois 7 jours sur 7. Et puis septembre arrive, puis octobre, et tout s'arrête. Ce que ce système crée, c'est une instabilité chronique, pas le chômage permanent de Denain, ni la pauvreté du travail insuffisant de Roubaix. Ici, c'est l'alternance brutale entre l'intensité et le vide, entre les mois où l'on court partout et ceux où l'on ne sait plus comment payer le loyer. Et cette irrégularité empêche tout. Elle empêche d'épargner parce que ce qu'on gagne en été part couvrir ce qu'on n'a pas gagné au printemps. Elle empêche d'accéder à un logement stable parce que les propriétaires veulent des revenus réguliers. Elle empêche de se projeter parce que, dans 6 mois, on ne sait pas encore de quoi la vie sera faite. Une jeune saisonnière témoigne « Je travaille beaucoup, mais jamais assez longtemps pour être tranquille. Je ne sais jamais de quoi demain sera fait. » Ce n'est pas la paresse, ce n'est pas le refus de travailler. C'est le piège d'un marché du travail local qui ne propose que des fragments, des contrats de 2 mois, 3 mois, renouvelés ou pas selon la météo, selon la fréquentation touristique,
Selon les récoltes, des vies construites sur du sable, sans aucun filet, sans épargne, sans la moindre réserve pour absorber un coup dur. Et dans cet environnement, construire quoi que ce soit devient presque impossible. Un logement stable demande des garanties qu'on n'a pas. Fonder une famille demande une base qu'on ne peut pas offrir. Lancer un projet demande du temps et une sécurité qui n'existe pas ici. Ce que la pauvreté fait à Perpignan, c'est confisquer l'avenir. Pas brutalement comme une fermeture d'usine, mais progressivement, saison après saison, contrat après contrat, elle installe une fatigue nerveuse constante, une vigilance épuisante, une peur diffuse qui ne quitte jamais vraiment, parce qu'on sait que ça va s'arrêter. On ne sait juste pas exactement quand. En 7e position, Béziers, et ici la pauvreté n'explose pas, elle s'installe, elle s'infiltre lentement dans les appartements trop froids l'hiver et trop chauds l'été, dans les habitudes réduites au strict minimum, dans les petits renoncements quotidiens qui finissent par devenir une façon de vivre. Ce qui frappe à Béziers, c'est le profil de ceux qu'elle touche le plus, pas seulement les jeunes, sans emploi, ou les familles, en difficulté, mais les retraités, anciens ouvriers, anciens employés, anciens petits commerçants, des gens qui pensaient avoir fait ce qu'il fallait, qui ont travaillé toute leur vie, cotisé toute leur vie, et qui se retrouvent aujourd'hui avec des pensions faibles, souvent en dessous du seuil de confort, parfois même en dessous du seuil de dignité. Et l'augmentation du coût de la vie a tout aggravé. L'énergie, l'alimentation, les assurances, la santé, tout a augmenté pendant que les pensions, elles, n'ont pas suivi. Alors chaque dépense devient un arbitrage, se chauffer ou bien manger, se soigner ou aider un proche, payer la mutuelle ou faire le plein, des choix que personne ne devrait avoir à faire après une vie entière de travail. Les aides sociales existent, mais elles arrivent tard, elles sont complexes à obtenir et surtout, elles restent insuffisantes pour compenser une pauvreté qui est devenue structurelle, ancrée, presque normale dans certains quartiers de la ville. Et par-dessus tout ça, il y a la solitude, parce que beaucoup vivent seuls à Béziers, sans conjoint pour partager les charges, sans famille proche, sans filet relationnel pour amortir les coups durs, et cet isolement rend la pauvreté encore plus lourde, encore plus silencieuse, parce qu'il n'y a personne à qui dire qu'on n'y arrive plus, personne pour remarquer qu'on mange moins bien depuis quelques semaines, personne pour tendre la main avant que ça bascule. Un retraité témoigne « Je compte chaque jour, pas pour vivre mieux, mais pour ne pas tomber ». Cette phrase dit tout sur ce que la pauvreté fait aux gens ici. Ce n'est plus une question de confort ou d'ambition, c'est une question de survie quotidienne, de calcul permanent, de vigilance constante pour ne pas franchir la ligne. Parce qu'à Béziers, la pauvreté n'est plus une phase qu'on traverse. C'est une ligne de crête permanente, étroite, épuisante, où la moindre erreur, la moindre dépense imprévue, le moindre pépin de santé peut faire basculer une vie entière dans quelque chose de bien plus difficile à remonter. En 6e position, Mulhouse, et ici la pauvreté est visible, mais ce qui la rend particulièrement difficile à combattre, c'est qu'elle est concentrée, regroupée dans certains quartiers qui cumulent exactement les mêmes difficultés depuis des années: chômage massif, emploi précaire, logement dégradé, école en tension, une accumulation qui n'est pas un hasard et qui ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle résulte de décennies de politiques urbaines inachevées, de désindustrialisation mal accompagnées, de relégation progressive de populations entières vers les mêmes zones, les mêmes rues, les mêmes immeubles, et quand tout se cumule au même endroit, les problèmes ne s'additionnent pas. Ils se multiplient, ils se renforcent les uns les autres dans une spirale que personne ne sait vraiment comment arrêter. La mauvaise image colle à la peau du quartier, puis à celle de ses habitants. Les entreprises hésitent à s'y installer, les services ferment faute de rentabilité. Les transports relient mal ces zones au reste de la ville, créant un isolement géographique
qui s'ajoute à l'isolement social et économique. Et les enfants qui grandissent là-dedans le font avec moins de réseaux, moins de modèles, moins de marge pour avoir le droit à l'erreur. Parce que, dans ces quartiers, l'erreur coûte plus cher qu'ailleurs, un décrochage scolaire, une mauvaise fréquentation, une opportunité manquée, et le chemin pour s'en remettre est bien plus long que pour quelqu'un qui part d'un environnement stable. Un père de famille témoigne « Ici, mes enfants doivent se battre 2 fois plus pour avoir la même chance que les autres. » Et c'est exactement ça le problème de Mulhouse. La pauvreté est devenue générationnelle, non pas parce que les gens n'essaient pas, non pas parce qu'il n'y a pas de volonté, mais parce que le point de départ est trop éloigné de la ligne d'arrivée, parce que les dés sont pipés avant même que la partie commence, parce que naître dans certains quartiers de cette ville, c'est déjà porter un handicap invisible que les autres n'auront jamais à surmonter. Et tant que cette concentration de difficultés ne sera pas vraiment prise en charge, tant que les quartiers relégués resteront coupés du reste de la ville, Mulhouse continuera de transmettre sa pauvreté d'une génération à l'autre, silencieusement, mécaniquement, comme une hérédité qu'on n'a pas choisie. En 5e position, Forbach. Et ici, la pauvreté est liée à une histoire brisée, une de ces histoires que l'on retrouve dans plusieurs villes du Nord et de l'Est de la France, mais qui prend à Forbach une couleur particulièrement sombre, parce que la fin des mines n'a pas seulement supprimé des emplois, elle a détruit quelque chose de bien plus profond, un socle économique, une fierté collective, un sentiment d'utilité partagée qui structurait toute une région. Pendant des générations, les hommes descendaient dans les mines. C'était dur, c'était dangereux, mais c'était porteur de sens. Ça faisait vivre les familles, ça faisait tourner les commerces, ça donnait à la ville une raison d'exister. Et puis, tout ça s'est arrêté, progressivement, mais inexorablement. Et les emplois promis en remplacement n'ont jamais suffi, ni en nombre, ni en qualité, ni en capacité à recréer ce tissu économique et social qui avait mis des décennies à se construire. Alors les jeunes sont partis, pas par ingratitude, pas par rejet de leurs racines, mais parce que la ville ne pouvait plus leur offrir ce dont ils avaient pas besoin pour construire une vie. Et ceux qui restent vieillissent dans une ville qui rétrécit année après année. Les commerces ferment faute de clients, les services se raréfient faute de financement, les opportunités disparaissent faute d'investisseurs, et chaque fermeture accélère un peu plus le déclin dans cette spirale descendante que personne ne semble pouvoir enrayer. Et ce qui est peut-être le plus frappant à Forbach, c'est que le sentiment dominant n'est plus la colère. La colère supposerait encore une énergie, une conviction que les choses pourraient changer si on se battait assez fort. Non, le sentiment dominant ici, c'est la résignation, cette fatigue profonde de gens qui ont vu trop de promesses non tenues, trop de plans de relance qui n'ont rien relancé, trop d'espoirs déçus pour continuer à y croire vraiment. Une femme de 60 ans témoigne « On sait que ça n'ira pas mieux, on s'adapte ». Et cette phrase est peut-être la plus triste de toutes celles qu'on entend dans ce documentaire, parce que s'adapter à la pauvreté, ce n'est pas la surmonter. C'est apprendre à réduire ses attentes. C'est intégrer le manque comme une donnée permanente. C'est cesser de se projeter vers quelque chose de meilleur parce que l'énergie que ça demande n'en vaut plus la peine. Et quand l'espoir disparaît, la pauvreté cesse d'être combattue, elle se fige. Elle devient le décor normal de la vie. Et c'est à ce moment-là qu'elle est la plus difficile à combattre. Non pas parce que les gens manquent de courage, mais parce qu'une ville entière a fini par croire qu'elle ne mérite plus mieux que ce qu'elle a. En 4e position, Charleville-Mézières. Et ici, la précarité prend une forme que l'on ne voit pas forcément au premier regard, parce qu'elle n'est pas seulement liée au chômage ou à la désindustrialisation. Elle est renforcée par quelque chose de plus diffus, de plus difficile à combattre, l'éloignement. Être loin des grandes métropoles, loin des bassins d'emploi dynamiques, loin des réseaux de décision et des centres économiques, ça a un coût réel et quotidien.
peu d'entreprises s'installent durablement dans une ville aussi périphérique. Celles qui le font proposent rarement des salaires compétitifs ni des perspectives de carrière à la hauteur. Alors les salaires restent bas, les opportunités restent rares, et la ville reste dans cette position inconfortable d'un territoire que l'économie nationale a progressivement oublié dans ses angles morts. Et les jeunes le savent très tôt, ils le comprennent en regardant leurs aînés, en observant ce que la ville peut offrir et ce qu'elle ne peut pas offrir. Ceux qui réussissent leurs études finissent par comprendre qu'ils devront partir pour espérer construire quelque chose qui corresponde à ce qu'ils ont appris, à ce qu'ils valent, à ce qu'ils veulent devenir. Et ceux qui restent le font souvent par attachement familial, par loyauté envers leurs proches, parfois tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de s'installer ailleurs, de payer un loyer dans une grande ville, de tout recommencer de zéro, loin de tout ce qu'ils connaissent. Un jeune diplômé témoigne « Je reste parce que ma famille est ici, pas parce que j'y crois ». Cette phrase résume parfaitement ce que Charleville-Mézières inflige à sa jeunesse. Un choix impossible, un dilemme sans bonne réponse. Parce que rester, c'est accepter une forme de déclassement. C'est mettre de côté ses ambitions, ses compétences, ce pourquoi on a travaillé des années, et regarder ses contemporains d'autres villes avancer plus vite, accéder à des postes meilleurs, construire des vies que l'on aurait pu construire aussi si on était né ailleurs. En troisième position, Maubeuge, et ici la pauvreté pèse surtout sur les familles, sur ces foyers qui jonglent chaque mois avec des revenus instables, des dépenses qui augmentent et des aides qui ne suivent plus vraiment le rythme du coût de la vie. Les emplois disponibles sont souvent précaires, mal rémunérés, insuffisants pour offrir à une famille la moindre marge de manœuvre. Et dans cet environnement, la moindre hausse de prix, la moindre dépense imprévue, une paire de chaussures à remplacer, un médicament non remboursé, une facture plus élevée que prévu, peut suffire à faire basculer tout l'équilibre du foyer, cet équilibre fragile que l'on reconstruit laborieusement chaque mois et qui peut s'effondrer en quelques jours. Mais ce que l'on voit moins, ce que les chiffres ne capturent pas, c'est que la pauvreté à Maubeuge n'est pas seulement financière, elle est mentale. Elle s'installe dans la tête des gens et elle y reste en permanence, parce que survivre dans ces conditions oblige à anticiper sans cesse, à calculer chaque euro avant de le dépenser, à arbitrer en permanence entre des besoins qui sont tous essentiels, et à renoncer avant même d'avoir essayé, à s'auto-censurer sur les projets, les envies, les ambitions, parce qu'on sait déjà que ce n'est pas possible, que le budget ne le permet pas, que le risque est trop grand. Une mère témoigne « Je vis avec une calculatrice dans la tête ». Cette image dit tout, parce que cette calculatrice ne s'éteint jamais. Elle tourne la nuit quand on essaye de dormir. Elle tourne le matin quand on prépare les enfants pour l'école. Elle tourne au supermarché quand on compare les prix. Elle tourne quand un enfant demande quelque chose d'anodin et qu'on doit trouver comment lui dire non sans lui faire sentir le poids de ce non. Cette charge mentale permanente est l'une des formes les plus épuisantes de la pauvreté, parce qu'elle ne laisse aucun répit, aucun moment de relâche, aucun espace pour souffler et penser à autre chose qu'à comment tenir jusqu'à la fin du mois. Et cette fatigue cognitive constante finit par user profondément, par ronger la capacité à se projeter, à imaginer que les choses pourraient être différentes, à croire qu'un avenir meilleur est encore possible. Et quand même l'imagination devient trop coûteuse en énergie, quand même rêver semble un luxe qu'on ne peut plus se permettre. C'est là que la pauvreté a vraiment gagné, pas seulement sur les comptes en banque, mais sur les esprits, sur les espoirs, sur tout ce qui fait qu'on continue à se battre. En deuxième position, Vierzon. Et ici, la pauvreté est peut-être la plus difficile à voir de toutes celles qu'on a traversées dans ce documentaire, parce qu'elle ne fait pas de bruit, pas de conflit, pas de manifestation, pas de tension visible dans les rues, rien qui attirerait les caméras ou ferait la une des journaux. Juste un découragement profond et silencieux qui s'est installé progressivement dans les esprits et dans les habitudes.
Les habitants de Vierzon ont appris à faire avec moins, progressivement, année après année, fermeture après fermeture, ils ont réduit leurs attentes, ajusté leurs besoins, intégré le manque comme une donnée normale de leur quotidien, et ils ont surtout appris à ne plus attendre grand-chose des politiques publiques, parce que les promesses ont été trop nombreuses et les résultats trop rares pour que la confiance survive encore. Parce que Vierzon a connu ses fermetures d'usines, ses plans de revitalisation annoncés en grande pompe, ses zones d'activité économique censées remplacer ce qui avait été perdu, et quand les promesses ne se concrétisent pas, quand les années passent et que rien ne change vraiment, quelque chose se brise dans la relation entre une population et ceux qui sont censés la représenter. L'attente disparaît, et avec elle, la capacité à croire que le changement est encore possible, que les choses peuvent s'améliorer, que ça vaut la peine de se mobiliser. Un habitant témoigne « On fait avec, on n'attend plus rien », et cette phrase en apparence simple cache quelque chose de très grave, parce que ne plus rien attendre, ce n'est pas de la sagesse, ce n'est pas de la sérénité, c'est de la résignation à l'état pur. C'est une population entière qui a épuisé ses réserves d'espoir à force de déceptions accumulées, et qui a fini par intérioriser l'idée que sa situation n'intéresse personne, que son avenir ne compte pas assez pour qu'on se donne vraiment les moyens de le changer. Et c'est là que réside le vrai danger de la pauvreté silencieuse de Vierzon. Parce qu'une population qui crie encore, se bat encore, une population qui manifeste encore, y croit encore. Mais une population qui se tait et qui fait avec, c'est une population qui a lâché prise. Et quand on lâche prise, la pauvreté n'a plus aucune résistance en face d'elle. Elle s'installe confortablement, durablement, comme si elle avait toujours été là, et comme si elle avait vocation à rester pour toujours. Et enfin, en première position, Aubervilliers, et avec elle une pauvreté qui ne ressemble pas tout à fait aux autres. Pas de choc brutal comme à Denain, pas d'effondrement industriel soudain, pas de catastrophe visible qui expliquerait tout, mais une érosion progressive, silencieuse, presque imperceptible au jour le jour, un déclin discret mais constant qui grignote les opportunités année après année sans jamais vraiment faire de bruit. Peu d'emplois qualifiés, peu de formations attractives, peu d'entreprises qui choisissent de s'installer ici plutôt qu'ailleurs, et des perspectives à long terme qui restent désespérément limitées pour ceux qui grandissent dans cette ville, qui y font leurs études, qui essaient d'y construire quelque chose, parce que le tissu économique local ne peut tout simplement pas absorber les ambitions de tous ceux qui y naissent. Alors, les jeunes cherchent ailleurs ce que la ville ne peut plus offrir, ils partent vers les centres, vers les métropoles, vers les endroits où le marché du travail est plus dense et les opportunités plus nombreuses, et ceux qui restent doivent composer avec un quotidien difficile, où la pression financière et sociale est permanente, où chaque journée demande un effort pour tenir, pour ne pas décrocher, pour maintenir un équilibre que rien ne vient vraiment soutenir. Une jeune femme témoigne « Partir, c'était la seule façon de ne pas m'enfermer ». Et cette phrase dépasse largement l'histoire d'une seule personne, elle dit quelque chose de fondamental sur ce que la pauvreté des opportunités fait aux individus. Parce que quand un territoire ne peut plus offrir à ses habitants les conditions d'une vie digne, d'une carrière possible, d'un avenir envisageable, les choix de vie cessent d'être de vrais choix. Ils deviennent des décisions de survie. Rester ou partir cesse d'être une question de préférence ou d'attachement, ça devient une question de ce qu'on est prêt à sacrifier. Pour ceux qui partent, c'est souvent leurs racines, leur famille, leur identité, tout ce qui les constitue profondément. Et pour ceux qui restent, c'est souvent leurs rêves, leurs ambitions, la version d'eux-mêmes qu'ils auraient pu devenir dans un environnement différent, dans une ville qui aurait pu leur donner ce dont ils avaient besoin pour aller aussi loin qu'ils en étaient capables. Et c'est peut-être ça la leçon la plus difficile de ce voyage à travers les 10 villes les plus pauvres de France. La pauvreté ne détruit pas seulement des comptes en banque,
Elle détruit des trajectoires, elle rétrécit des horizons, elle transforme des possibles en impossibles, et elle oblige des millions de personnes à choisir entre ce qu'elles aiment et ce qu'elles veulent devenir. Un choix que personne ne devrait jamais avoir à faire. La pauvreté dont nous parlons n'est pas un accident individuel. Ce n'est pas un simple manque d'argent, ni une erreur personnelle. C'est le résultat de décennies de choix économiques, sociaux et territoriaux. Des industries qui disparaissent sans reconversion réelle, des investissements concentrés dans quelques grandes métropoles, des territoires laissés à l'abandon, des services publics qui se réduisent. Elle ne se manifeste pas toujours par la rue, les manifestations ou la colère. Elle se vit dans les appartements silencieux, dans les vies réduites à l'essentiel, dans des familles qui calculent chaque dépense, chaque facture, chaque repas. Elle se voit dans la fatigue permanente, dans la charge mentale des parents, dans l'isolement des personnes âgées, dans l'abandon progressif des rêves et des projets. La pauvreté devient alors une gestion quotidienne de la survie, un état où l'on ne cherche plus à progresser, mais simplement à tenir. Le plus inquiétant n'est peut-être pas l'urgence économique, mais l'absence de réaction. Quand les habitants cessent d'espérer, quand ils ne réclament plus, quand ils apprennent à faire avec, la pauvreté devient invisible. Elle disparaît des débats, des politiques publiques, des médias, et pourtant, elle structure profondément la vie de millions de personnes. Cette pauvreté ne demande pas de compassion. Elle demande d'être regardée en face, entendue, comprise. Car laisser une partie de la population s'épuiser en silence, c'est faire le choix d'une société qui perd ses forces les plus discrètes mais essentielles. Si cette vidéo te parle, si elle te met mal à l'aise, c'est peut-être parce qu'elle révèle une réalité que l'on préfère souvent ignorer. Raconte ton histoire en commentaire. Et si tu veux continuer à comprendre ce qui se cache derrière les statistiques, abonne-toi.